On va donc passer au premier point. La première chose que nous allons voir, c'est comment mettre une cellule en majuscule. Ça, c'est une enquête statistique auprès des propriétaires des maisons d'hôtes. Donc, pour faire simple, on peut dire auprès des propriétaires des chambres d'hôtel, si vous voulez. On peut aussi dire ça comme ça. Donc, ici, l'enquête, donc, il y a la réponse à l'enquête. Vous voyez, il y a plusieurs questions. Bon, donc, typiquement, une enquête quantitative, c'est plusieurs questions. Vous voyez un peu ici. Un, là, c'est le numéro du répondant. Donc, ça, c'est le numéro des répondants. NB, c'est pour dire nombre. Oui, donc, je vais bloquer. On a déjà vu comment figer les volets. Donc, ici, ça, c'est les répondants. Donc, on peut aller jusqu'en bas pour voir le numéro du dernier répondant. Donc, c'est 481, le numéro. Donc, il y a 481 personnes qui ont participé à l'enquête. Et puis, on leur a posé plusieurs questions. Et ce sont des responsables des maisons d'hôtes, les responsables d'hôtels, les propriétaires des hôtels. La première question qu'on leur a posée, c'est « Depuis quelle année disposez-vous de votre maison d'hôtes ?» Voilà, depuis quelle année? Donc, voici les réponses en année. 2007, 2004, 2007, ainsi de suite. Voilà. Et combien de chambres compte votre maison d'hôtes? Autrement dit, combien de chambres compte votre hôtel, si vous voulez? Vendez-vous à vos hôtes, voilà, les hôtes, c'est les clients. Voilà, vendez-vous à vos hôtes des produits fermiers locaux. Donc, quelqu'un vient dans votre village, vous lui demandez, vous êtes propriétaire d'une maison d'hébergement. Il y a des touristes peut-être européens qui arrivent et on vous pose la question, est-ce que vous leur vendez les produits locaux? Voilà donc une enquête. On a saisi les données. Donc, ça, c'est le fichier de saisie des réponses. Voilà, le fichier de saisie des réponses, le voilà que nous avons devant là. OK. Alors ici, regardez bien. Quand on regarde le nom de certaines communes, qu'est-ce qu'on observe? Regardez bien notre fil conducteur. On dit mettre le texte d'une cellule en majuscule. Maintenant, quand vous regardez ici, dans quelle commune se situe votre maison d'hôte? Dans la question qui est à la colonne H là, on remarque que ce n'est pas harmonisé. Ça, ce n'est pas bon en termes de traitement des données. On a ici Roquetaillade, on a Roche, Cuisac-sur-Loire, Julie. On voit que certains sont en minuscule et d'autres sont en majuscule. Ça, ce n'est pas un bon dépouillement. Ça, ce n'est pas une bonne saisie. Ce n'est pas bien quand le fichier est comme ça. Il faut harmoniser. Si on a décidé que tout est majuscule, on met tout majuscule. Si on a décidé que tout est minuscule, on laisse en minuscule. Vous voyez le problème? Oui. Voilà. Donc, comment mettre d'un coup tous les noms en majuscule? On va insérer ici, à droite de la colonne H, nous tous, on va insérer une nouvelle colonne. Donc, insérons tous une nouvelle colonne. Et en I2, pour mettre en majuscule. Alors, comme on veut mettre, regardez bien, ici, on a dit, on veut mettre d'un coup toutes les données de commune en majuscule. Donc, on veut mettre d'un coup tout ça. Donc, ce n'est pas de venir regarder, bon, ça c'est en majuscule, donc je laisse ça en minuscule. Non. C'est mettre d'un coup. Donc, on va utiliser, on se place en I2, on va utiliser donc une fonction texte qu'on appelle la fonction majuscule. Donc, quand j'écris ma, ça écrit majuscule, donc je clique 2 fois dessus. Et puis, on met majuscule de... Ah, on ne s'est pas placé dans la bonne cellule. Il faut commencer au début. Parce qu'on a laissé des choses en haut là-bas. Donc, on se place ici en I2 égale, comme c'est une fonction majuscule. Là, ce sont des fonctions texte. Pourquoi on appelle ça fonction texte? Parce que ça prend comme argument. L'argument, c'est la cellule qui est dedans. Donc, on fait majuscule de H2. Et puis, on ferme si on veut, ou bien on peut même cliquer une fois entré. Alors, là où c'est en majuscule, vous allez voir, il n'y a pas de changement. Tout le monde, on part sur le petit curseur, comme on sait déjà faire pour dérouler tout, pour dupliquer la formule. Donc, on clique 2 fois, comme on sait faire.
Et vous allez voir, par magie, ça a tout mis en majuscule. Tout est en majuscule maintenant. Voilà. Vous voyez, vous n'avez pas eu besoin de venir regarder, est-ce qu'il y a un qui est en minuscule? Voilà, vous voyez par exemple ici, Kabestani était au milieu entre majuscule et majuscule. Donc, quand on fait ça, ça met d'un coup, tout en majuscule. Et ça, c'est intéressant. Là, c'est beau à voir comme ça. Voilà, ça montre que vous êtes un expert quand vous faites comme ça. Il ne faut pas qu'on voit certains en majuscule ou en minuscule. Donc, ce n'était pas très difficile. Donc, la fonction majuscule, c'est une fonction qui permet de mettre le contenu d'une cellule texte en majuscule. Donc, on passe au deuxième point. Allô? Alors, le deuxième... Allô? Allô? Oui? Oui, j'ai une question là. Si on met toutes les cellules là, les textes en majuscule, on supprime l'ancien texte là ou bien? Non, bon, regardez. Supprimez un peu mur de Bretagne. Moi, supprimez un peu mur de Bretagne. La colonne H1 ou c'est H2 là. Vous avez Et sinon, ça supprimé. doit être... Oui. Quand vous supprimez, qu'est-ce que ça fait? Ça fait référence, ref partout. Voilà, là, il ne faut pas supprimer. Donc, ça s'applique maintenant. Je sais ce que vous dites. En réalité, ce que vous voulez, c'est que ce ne soit plus lié. Alors, vous voyez tout ce qui est écrit là. Dès que je change ce qui est dans la colonne H, ça va affecter le résultat parce que la formule-ci, NIS, regardez, NIS, c'est majuscule de H3. Ça veut dire que s'il n'y a plus rien dans H3, ça ne va pas bien travailler. Oui. Voilà, donc, mais c'est normal. Si vous voulez écrire la majuscule de quelque chose, il faut au moins que la chose là existe d'abord. Bon, ma question, c'est que ce qui est derrière là, je donne un exemple. Si peut-être mon superviseur, il y a une saisie comme ça, et que mon superviseur, les gens ont peut-être 1000 ou 400, comme l'exemple qu'on venait de le faire là. Et je voulais vous envoyer. Est-ce que je vais vous envoyer les majuscules, les minuscules aussi, les deux colonnes là? Non, 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 non. Ici, nous sommes en train d'apprendre comment, parce que vous pouvez être face à une situation où quelqu'un a... N'oubliez pas que vous apprenez Excel, ce n'est pas pour juste emmagasiner des connaissances. C'est-à-dire que pendant qu'on vous donne des connaissances, en même temps, on vous dit comment on utilise. C'est ça qui fait le plus de la formation. Vous voyez un peu? Parce que nous, dans le domaine professionnel, nous savons comment on doit présenter des fichiers. Quand vous présentez des fichiers à des personnes qui sont des personnes vraiment qui s'y connaissent, si vous présentez un fichier dans la colonne H avec certains en minuscules, d'autres en majuscules, on va comprendre que vous êtes, en fait, que vous n'êtes pas un professionnel. Vous voyez un peu? Oui. Donc, il ne faut pas faire ça. Ici, l'objectif, c'est de vous dire que dans un fichier Excel, il faut que les choses soient harmonisées. Il ne faut pas qu'on trouve dans une colonne certaines réponses en minuscules, d'autres en majuscules. Non. Il faut regarder par exemple ici. Ici, c'est bien. Vous voyez qu'ici, la première lettre, c'est majuscule, le reste, c'est minuscule. Donc, c'est harmonisé. Vous voyez un peu, non? Oui. De toutes les façons, nous avons utilisé ce fichier pour vous apprendre à transformer le contenu d'une colonne, le contenu d'une cellule en majuscule. Maintenant, dans le cadre professionnel, vous verrez à quel moment c'est utile pour vous. Est-ce que vous voulez écrire les noms en minuscules? Est-ce que vous voulez écrire en majuscules? Est-ce que certains sont en minuscules ou en minuscules? Donc, pour faire les choses proprement, il faut que tout soit en majuscule, ou bien que tout soit en minuscule, ou alors que majuscule en première lettre et le reste en minuscule. Voilà, ça dépend. Donc, c'est les bonnes manières de faire les choses. Ce n'est pas pour dire que vous allez envoyer le fichier avec... ça veut donc dire quoi? Par exemple, que moi, à la fin, vous voyez, à la fin, je vais enlever les égales qui sont là. Donc, je vais faire en sorte que c'est moi le texte qui apparaisse. Et je vous avais déjà dit comment on fait ça. Actuellement, tout ce qui est en majuscule ici,
ce n'est pas du vrai texte. Parce que regardez, pour savoir si c'est du vrai texte, il faut aller dans la zone des fonctions là-bas. Vous voyez que ce n'est pas du texte. C'est une fonction qui est là. Ça signifie que si on efface NIS, il n'y aura plus, le NIS qui est ici, là, ne va plus s'écrire comme ça là. Donc, NIS qui est en majuscule, il est lié à ce qui est écrit ici. Donc, pour enlever la liaison par la formule, on se place à la première cellule de données. On fait CTRL-SHIFT, flèche d'en bas. CTRL-SHIFT, flèche d'en bas. C'est bon? Oui, c'est bon. Maintenant, quand on a fait CTRL-SHIFT, flèche d'en bas, on peut faire clic droit. Non, pardon, pas clic droit, pardon. Et puis, on fait CTRL-C. CTRL-C. C'est bon avec CTRL-C? Oui, c'est bon. Ensuite, on fait CTRL-ALT-V. CTRL-ALT-V pour voir le collage spécial. Collage spécial. CTRL-ALT-V. Ça, là, c'est juste des rappels. Hein. C'est vrai que ce n'est pas facile de se... Voilà. Et puis, on met valeur. Et puis, on met valeur. Quand on fait ça, il va enlever les formules et il va conserver seulement les valeurs. C'est pour ça qu'on appelle ça valeur. Maintenant, si j'appuie échappe pour que ça lâche le truc qui tourne là, vous voyez, si je me place dans une cellule, c'est la valeur maintenant qui est dans la zone des fonctions là-bas. Très bien. Voilà. Maintenant, ça, je peux faire, je copie CTRL-C, le nom de la question. La question, je mets CTRL-V, j'appuie encore échappe pour lâcher. Et maintenant, je viens me placer à la colonne H, je supprime. Et maintenant, le fichier que j'envoie est déjà bien organisé. Ça va? Oui, ça va. Voilà, donc ça, c'est le fichier donc, que vous allez envoyer après avoir déjà corrigé et pour mettre tout en majuscule. Mais je vais renvoyer comme c'était avant parce que nous, on a besoin de ça. Voilà, on a besoin de ça. OK, donc on laisse ça comme c'est là avec les formules. Donc, l'objectif, c'est ici, c'était simplement de savoir de transformer le contenu de toute une colonne en majuscule. Maintenant, la deuxième chose, c'est comment repérer des doublons dans une liste. Comment repérer des doublons. Voilà. Comment repérer des doublons dans une liste. Alors, une liste, c'est quoi? Par exemple, quand on dit une liste, c'est par exemple, on peut dire que c'est comme une suite. Donc, A, vous voyez B, C, D, je peux encore mettre A, je peux mettre G, je peux mettre encore C. Voici une liste, par exemple. Voici un exemple de liste. C'est bon? Ça va? Tout le monde comprend ce que c'est qu'une liste? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, vous voyez que dans la liste ici, là, A, B, C, D, A, G, C. Voilà. Ici, A revient 2 fois. A revient 2 fois. Donc, A est un doublon. Il y a aussi C qui revient 2 fois. Donc, C, c'est un doublon. Alors que B est une seule fois. Donc, B, c'est une valeur unique. Donc, B est une valeur unique. D est une valeur unique. Et puis, G aussi est une valeur unique. Donc, quand dans une liste, quelque chose revient plusieurs fois, on dit que c'est un doublon. Ça va? Oui, ça va. Bon, mais maintenant, ça c'est un nom, on peut dire un nom générique. Un nom. Normalement, doublon, c'est pour dire que ça vient 2 fois. C'est-à-dire que si on veut être puriste en français, doublon veut dire que ça vient une seule fois. Mais en statistique, ce n'est pas ça. En statistique et dans les traitements des fichiers Excel, doublon, ça veut dire qu'il vient au moins 2 fois. Parce que quand on est purement en français, normalement, quand il vient 3 fois, on appelle ça triplion. Vous
Vous voyez, on peut dire triple, quadruple, quadruplion. Bon, vous voyez que ça devient difficile à prononcer, même quand c'est déjà beaucoup comme ça. Quintuplion, ainsi de suite. Moi-même, je ne connais même pas comment on appelle les autres là. Donc, on a dit que dans les bases de données, quand tu viens au moins 2 fois, on dit que tu as un doublon. Donc, doublon, là, ce n'est pas pour dire qu'il vient seulement 2. Donc, même si j'avais ajouté dans ma liste ici, si j'avais ajouté encore A devait venir 3 fois, mais A devait être toujours doublon. Donc, quand on dit que on veut repérer les doublons dans une liste, ça veut dire qu'on veut voir ceux qui viennent au moins 2 fois. Donc, alors, repérer les doublons dans une liste. C'est ça qu'on va essayer de faire maintenant. Voilà. Bon, je dis que tout à l'heure, là, on venait de mettre en majuscule. Bon, vous imaginez que pour faire en minuscule, ça devient la même chose, non? Oui. Voilà, pour faire minuscule, là, on remplace juste majuscule par minuscule. Ça va transformer partout, c'était majuscule en minuscule. Donc, c'est juste quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Alors, maintenant, quand on dit repérer les doublons dans une liste, voilà. Le problème, donc, c'est que il y a des situations où les doublons, c'est tout à fait normal. Je pose une question. Si, par exemple, on demande les âges, par exemple, vous avez une classe de 10 personnes. Bon, peut-être du CM2. Si on pose l'âge aux enfants, quel âge avez-vous? Puisque normalement, les enfants du CM2 ont à peu près le même âge. Donc, vous allez trouver qu'il y a les gens qui ont le même âge, 10 ans, 11 ans. Bon, les plus vieux peut-être ont 12 ans ou 13 ans. Bon, il y a aussi encore même des vieux pères là, vraiment de 17 ans, 20 ans. Bon, je ne sais pas si ça existe encore. Mais normalement, CM2, là, on doit trouver maximum 12 ans, 13 ans. Ça, c'est pour les vieux. Donc, si on pose la question à ces 10 élèves que quel est votre âge, c'est possible qu'on trouve des gens qui ont le même âge. Et ça ne pose pas de problème. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, quand on dit doublon dans une base de données, le doublon peut être une bonne chose, tout comme le doublon peut être une mauvaise chose. Et pour ceux qui vont faire économétrie, il faut qu'ils sachent bien pourquoi dans les modèles économétriques, dans les hypothèses de base du modèle économétrique, on va vous dire qu'il ne faut pas qu'il y ait multicollinéarité. En réalité, la multicollinéarité, c'est une autre traduction de doublon. Alors, on peut avoir des doublons de colonnes, on peut avoir des doublons de lignes, on peut avoir des doublons de cellules. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si 1 là, ligne 1, et puis ligne 2, si c'est la même chose que ligne 1, est-ce que ce serait normal dans une enquête qu'on a 2 lignes identiques? Non. Voilà, ce n'est pas normal parce que chaque ligne, c'est pour un répondant. Chaque ligne, c'est pour un répondant. Je n'ai pas dit que je dis que est-ce qu'on doit avoir 2 lignes identiques? Normalement, on peut avoir les réponses aux questions identiques, mais on ne doit pas avoir 2 lignes identiques parce que quand on dit la ligne, ça veut dire que, y compris même le nom, y compris l'adresse, y compris même l'identité du répondant. Si on a la même identité du répondant, ça veut dire que c'est la même personne et ce n'est pas normal dans une enquête. Donc, il peut avoir, regardez, si on avait identifié, on avait dit qu'au lieu de 1, 2, 3, là, on avait mis les numéros de téléphone des répondants. Est-ce que ce serait normal qu'on ait 2 numéros de téléphone identiques? Non. Voilà. Ça, ce serait donc un mauvais doublon. Donc, il y a des doublons. Il y a un doublon qu'on peut dire un doublon normal. Ça veut dire que 2 personnes différentes, ont donné la même réponse pour la même question. Ça, c'est possible. N'est-ce pas? Allô? OK.
Vous me suivez bien? Très bien. Donc, je dis, le doublon dont on parle là, il y a les bons, il y a ce qui est normal et il y a ce qui n'est pas normal. Quand il y a des colonnes où on doit avoir, dans chaque cellule qui est dans la colonne là, on doit avoir une seule valeur possible. Ce n'est pas normal. Alors, si vous prenez par exemple votre carte d'identité nationale, quel que soit le pays, chaque carte d'identité nationale a un numéro unique qu'on attribue au détenteur de la carte d'identité. C'est ça, hein, dans tous les pays là. C'est ça? Oui, oui, effectivement. Est-ce que deux personnes différentes peuvent avoir le même numéro de carte d'identité? C'est comme ça, c'est comme le matricule. Voilà, c'est comme le matricule. Ou bien, est-ce que deux personnes différentes peuvent avoir le même numéro de passeport? Est-ce que ce serait normal? Non, c'est pas normal. Même si c'est des jumeaux, c'est pas normal. Voilà, c'est comme ça. Donc, il faut donc savoir que toutes les données qui sont sous forme de matricule, il ne doit jamais avoir de doublon dedans. Mais dans les réponses, c'est normal. Par exemple, ici, alors ici, on voit bien que la réponse était oui ou non. Donc, non vient plusieurs fois. C'est tout à fait normal puisque plusieurs personnes peuvent dire non à la même question, ainsi de suite. Mais ici, les numéros qui correspondent aux répondants là ne peuvent jamais être identiques. Ce n'est pas possible. Donc, si on voit ici 10, on voit encore 10, ça veut dire qu'il y a eu une erreur de frappe. Il faut corriger. Donc, il y a des bons doublons, des doublons qui peuvent s'expliquer. Et il y a aussi des doublons qui ne doivent pas s'expliquer. Voilà. Alors, lorsque vous faites une enquête statistique, ou bien lorsque vous faites une étude économétrique, ou même une étude dans le, je veux dire quoi? Dans le domaine social, une étude, une enquête qui relève du domaine social, les doublons sont un gros problème en économétrie, en statistique. Et en général, même dans les bases de données, les doublons, surtout quand il ne faut pas qu'il y ait un doublon là, quand il y a et que la présence des doublons là est très dangereuse pour la qualité des données. Et voilà pourquoi quand les gens font les cours d'économétrie, ils veulent se précipiter pour aller cliquer dans les logiciels, alors que c'est dans Excel là, c'est là où tout se joue. Il faut d'abord avoir une base de données qui est propre. Parce que c'est la base de données qui est propre que le logiciel économétrique va maintenant prendre, va digérer pour pouvoir sortir les résultats. Et les logiciels sont bêtes. Le logiciel sort toujours les résultats, quelle que soit la qualité de ce qui entre dans son ventre. Donc, tu lui donnes par exemple du poisson, il te sort de bons résultats. Tu donnes du poison, il donne aussi du bon résultat. En tout cas, il donne le résultat que le poison permet d'avoir. Donc, il ne faut jamais se précipiter à aller commencer à faire des choses compliquées lorsqu'on n'a pas pris le temps de faire les choses simples. Tout travail d'analyse des données, quel que soit le secteur, que ce soit la finance, que ce soit l'actuariat, que ce soit l'humanitaire. Par exemple, dans l'humanitaire, on peut mettre ici les enfants, les noms des enfants, et puis on pose des questions à ces enfants-là. Vous voyez que si un enfant se répète 2 fois, ça, c'est un doublon. Et c'est très dangereux pour les données. Parce que ça veut dire que vous avez pris la même personne 2 fois. Et ce sont ces choses-là qui créent des collinéarités. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Parce que collinéarité veut dire que, pour faire simple, hein, vous allez bien voir ça en détail, ça veut dire que c'est la même chose. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on va voir les degrés de collinéarité. Ça peut peut-être être à 50%, 70%, 90%. Quand c'est 100%, ça veut dire que c'est parfaitement identique. Donc, alors on va voir la colonne H. On reste sur notre colonne H. Voilà. Mais bon, oui, on va rester dans la colonne H. Qu'est-ce qui est mieux? Bon, essayons de conserver le... Comme on a dit là, donc on prend ceci
On met ça ici. Et puis, on va conserver, on va enlever les majuscules là. On va garder seulement les valeurs. Donc, on se place à la première cellule, comme je viens de faire. CTRL-SHIFT, flèche d'en bas. Ensuite, dès qu'on a fait ça, si on veut, je vous avais montré deux méthodes. La deuxième méthode, c'est on quitte là, on part à accueil. On part dans accueil. Bon, non, il faut parler là. On fait CTRL Alt V. Pardon, attendez, est-ce que j'ai tout pris? Je reprends, je me place là. Je sélectionne toutes les données. CTRL C. Voilà. Quand on fait CTRL C maintenant, si on a oublié CTRL Alt V, il faut d'abord faire CTRL C. On part maintenant ici dans presse-papier. Onglet accueil, presse-papier, il y a coller. Et puis voilà. Coller les valeurs. Coller les valeurs. Voilà. Et puis ici, on peut regarder. Voilà. Ici, conserver. Voilà. Ici, valeur 123. 123 qui n'a pas pourcentage et qui n'a pas quelque chose là. Le premier 123 là, c'est lui qui est valeur. Et puis on sélectionne ça. Voilà. Donc, on n'est pas obligé d'aller faire CTRL Alt V. Si vous avez oublié, vous faites juste CTRL C, vous partez dans presse papier, vous allez voir valeur là-bas. C'est encore même plus simple pour ceux qui oublient les combinaisons de touches. Et puis maintenant, quand on fait ça, vous voyez bien que dans la colonne ici, dans la zone là, il y a plus égal là-bas. Et puis maintenant, on peut supprimer cette colonne-ci. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, on part maintenant sur notre problème. Donc, comment voir sur une liste s'il existe des doublons? Voilà. Bon, est-ce que, imaginons que c'était des communes de la Côte d'Ivoire. On a posé la question à plusieurs personnes qui détiennent des auberges ou bien, oui, des auberges, des hôtels, tout ça, des maisons d'hôtes. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des doublons dans la colonne commune? Autrement dit, est-ce qu'on peut avoir plusieurs répondants qui habitent dans la même commune? Pardon? Est-ce que c'est possible qu'on ait des doublons dans la colonne H? Donc, non. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas possible qu'on puisse avoir... Pour avoir dans plusieurs maisons, dans une même commune. Oui, mais pourquoi vous dites alors qu'on ne peut pas avoir des doublons? Est-ce qu'à Abidjan, là-bas, la commune de Yopougon, là, est-ce qu'on ne peut pas avoir plusieurs hôtels dans Yopougon? Oui, c'est possible. Voilà. C'est ça ici, c'est la même chose ici. Oui. Et oui. Donc, vous voyez Nice ici, il y a un répondant qui est dans Nice, il y a un répondant qui est encore dans Nice ici. Et c'est tout à fait normal. La seule chose, c'est que Nice qui est ici, il a quel numéro? Le premier Nice, il a le numéro 2. On ne peut plus avoir le numéro 2 encore toujours dans Nice. Ça veut dire que c'est la même personne. Voilà. Donc, c'est normal qu'on puisse avoir des doublons. Donc, les doublons ne sont pas une mauvaise chose. Ça dépend de la variable en question. Quand il s'agit des variables d'identification, l'identification doit toujours être unique. L'identification d'un individu au sens statistique doit toujours être unique. L'identification statistique doit toujours être unique. Ça veut dire que les répondants qui sont là,
la première colonne, là, les cellules qui sont là, l'identifiant là, quand c'est une base de données statistiques, il doit toujours être unique. On ne doit pas avoir un même répondant. Si c'est des pays, on ne doit pas avoir deux pays, le même pays qui répond. Non. Voilà. OK. Alors, déjà, lorsqu'on vous donne une base de données, pour savoir s'il y a des doublons, bon, c'est vrai qu'on peut regarder, on voit Nice, tout ça, tout ça, tout ça. Mais le plus simple, c'est de trier par ordre alphabétique. Et tout le monde sait déjà comment on fait pour trier par ordre alphabétique. Donc, je vais vous inviter à trier par ordre alphabétique pour qu'on puisse voir s'il y a des doublons. Bon. Donc, pour trier par ordre alphabétique, c'est très facile. On peut rester dans la colonne H, on part juste dans Données. Voilà, et puis ici, on clique de A à Z, tout simplement, de A à Z. Dès qu'on est seulement, si vous venez ici, il va venir faire ça. Alors, il faut rester dans la colonne où vous voulez effectuer le tri. Il faut que le curseur de la cellule soit actif. Il faut que vous soyez dans une cellule de la colonne où vous voulez faire le tri. Donc, on se place seulement là. On a le choix, soit on fait le clic droit. Mais non, il faut venir directement ici à donner et puis de A à Z. Donc, trier de A à Z. Vous voyez, il trie tout, hein. Ce n'est pas qu'il. Donc, il arrange les choses normalement. Donc, il fait le tri. Regardez, si je recule, on va voir s'il travaille bien. On voit que l'INS 21, on va prendre quelqu'un qui est en haut. Est-ce qu'il y a A? De toutes les façons, même la même chose, on ne va pas fouiller ça. On n'est pas là pour perdre le temps. Donc, on trie directement par ordre alphabétique. Il va faire le tri normalement. Voilà. Donc, il va trier normalement. C'est bon, tout le monde a trié par ordre alphabétique. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, une fois qu'on a trié par ordre alphabétique, on va donc faire ceci. On sélectionne la colonne H. On sélectionne la colonne. Vous savez comment on sélectionne une colonne? On se place en haut. Là-bas, là, regardez comment ça devient bleu là-bas quand on monte un peu. On sélectionne la colonne H. Parce qu'il faut faire, bon, on va voir comment supprimer les doublons. Pas maintenant, parce qu'on ne supprime pas les doublons pour supprimer, non. Alors, on va demander à Excel de mettre en évidence, de faire une mise en évidence des doublons. Voilà, de faire une mise en évidence des doublons. Alors, pour faire une mise en évidence des doublons, ça s'appelle encore faire une mise en forme conditionnelle. Une mise en forme conditionnelle. Donc, dès qu'on sélectionne la colonne H, bon, regardez, le problème, c'est que quand on sélectionne toute la colonne H là, Excel va jusqu'à la dernière ligne qui est 1 million. Il va jusqu'à 1 million. Donc, souvent, souvent, vous pouvez sélectionner toute la colonne H quand vous avez un ordinateur puissant. Il n'y a pas de problème. Vous n'allez même pas vous rendre compte qu'il est allé regarder jusqu'à 1 million là-bas. Mais souvent, c'est mieux aussi de sélectionner seulement les données. Voilà, donc, on fait CTRL, SHIFT, flèche d'en bas pour sélectionner seulement la colonne, la partie des données qui nous intéresse, parce que tout ce qui est en bas là-bas ne nous intéresse pas. Donc, on se limite là. Donc, c'est au choix, hein, c'est au choix. Je ne peux pas vous imposer quelque chose. Soit vous sélectionnez toute la colonne H, mais ça ne servira à rien parce qu'il y a des choses en bas. Il n'y a rien en bas là-bas. Dès que vous avez fait ça, vous partez dans... Si vous étiez dans Données, vous partez dans Accueil. C'est dans Accueil qu'on fait ça. Et vous voyez dans Accueil, il y a le groupe Police, le groupe Alignement,
le groupe nombre, on saute et puis on vient dans le groupe style. Dans le groupe style, on va donc faire une mise en forme conditionnelle. On clique là. On ne clique pas sur mise en forme. On vient dérouler le petit truc qui est là, la petite flèche là. Voilà. Lorsqu'on clique sur ça, on cherche maintenant. On cherche maintenant. On prend le premier là, le premier qui arrive. Toujours est-il qu'on va voir tous les autres là. Hein. Mais ce qu'on est en train de faire là, pour mettre en évidence les cellules qui sont en double, il faut venir, je reprends. J'étais là, je sélectionne la colonne H. Je sélectionne la colonne H. D'abord, j'étais d'abord à affichage. Donc, je sélectionne la colonne H. Ensuite, je pars dans accueil. Après accueil, dans l'onglet accueil, je cherche le groupe style. Ensuite, mise en forme conditionnelle. Le premier qui apparaît là, je pars. Voilà. Jusqu'à là, je descends au dernier. Regardez bien, je descends au dernier. Valeur en double. Voilà. Je reprends une dernière fois. J'ai sélectionné la colonne. Je pars dans l'onglet accueil. Ensuite, je pars dans le groupe style. Voilà. Ensuite, je clique là pour dérouler mise en forme conditionnelle. Je prends la première option, règle de mise en forme de surbrillance. De surbrillance des cellules. Je ne clique pas supérieur à, parce que tout ça là, c'est des trucs qu'on va utiliser. Hein. Mais pour le moment là, ce que nous on veut, c'est des valeurs en double. On veut qu'ils mettent en surbrillance les cellules qui sont en double. Donc, je clique. Quand j'arrive à la fin maintenant ici, je clique. Voilà. Et puis, une boîte de dialogue arrive. Alors, je vous propose de toujours laisser les options qui sont là. Mais si vous voulez, il peut mettre en unique. Il peut mettre en surbrillance ce qui est en double ou ce qui est en unique. Donc, ça dépend de vous, mais généralement, vous pouvez laisser en double si c'est les doublets que vous voulez. Ça c'est très utile en traitement des données. Parce que souvent, vous gérez les fichiers, puis il y a des gens qui reviennent plusieurs fois, et puis vous n'arrivez même pas à les détecter. Donc, cette simple manœuvre, c'est très puissant parce que, et puis, ça met en surbrillance les cellules qui sont en doublon. Donc, je mets OK. Et vous voyez comment ça fait. Là, maintenant, c'est plus facile à vue d'œil de savoir ce qui sont des doublons. Maintenant, je peux descendre. Vous voyez, ça me met toujours des doublons. Voilà. Donc, à chaque fois, ça me met des doublons. Maintenant, je peux regarder, est-ce que Bida, on a un doublon ici, est-ce que Bida et Bida qui est là, est-ce que c'est le même email? Comme ce n'est pas le même email, ça veut dire que ce n'est pas la même personne, donc il n'y a pas de problème. Si j'arrive quelque part, Bordeaux, je vois le même email, normalement, deux personnes ne peuvent pas avoir le même email. Ça veut donc dire que c'est un doublon qu'il faut supprimer. Voilà. Voilà un peu comment on met en évidence les valeurs en double. Donc, ça, ce sont des prémices au traitement de données sur Excel. Voilà les tactiques qu'on utilise souvent quand on veut faire des traitements de données. Et regardez bien ce que j'ai fait. J'ai d'abord mis en majuscule pour que tout ça soit beau à voir. Parce que l'œil aime bien voir quand les choses sont harmonisées. Ensuite, j'ai trié par ordre alphabétique pour que les choses soient toujours... Parce que si je n'avais pas trié par ordre alphabétique, Cognac, s'il devait être ça en rouge, et l'autre Cognac devait être en rouge, loin en bas, là où il allait trouver ça. Donc, c'est mieux de les ramener tous à côté. Ça permet d'un coup d'œil de savoir que, bon, il y a des doublons à Cognac, il y a des doublons à Colmar, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait pour repérer les doublons dans une liste. Et je suis en train de vous expliquer que ces doublons ne sont pas mauvais. Ces doublons-là, c'est normal qu'il y ait des doublons dans les communes. Doublon veut dire que Cognac là revient plusieurs fois. Et c'est normal parce que Cognac, il y avait plusieurs personnes. Quand on a fait l'enquête, on a sélectionné plusieurs personnes dans Cognac, on a sélectionné plusieurs personnes dans Colmar, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il y a d'autres communes là où on a sélectionné seulement une seule personne. Donc, partout où ce n'est pas mis en surbrillance là, ça veut dire qu'on a sélectionné une seule personne.
Voilà. Donc, d'un coup, ça permet de voir les communes où on a sélectionné plus d'une personne. Voilà. Maintenant, on va passer à la troisième compétence qu'on appelle la conversion. Voilà. Bon, comme je vais vous envoyer, chaque fois là, il faut toujours que j'envoie ça. Donc, je vais aussi rédiger. Voilà. Donc, on va aussi rédiger ça pour dire comment on voit que dans une liste, il existe des doublons. Voilà le problème qu'on voulait résoudre. Voilà. Alors, quand on dit une liste, alors la liste, c'est la colonne, hein, tout simplement. Ici, là, la liste, là, c'est la colonne. Donc, ici, là, ce qu'on a cherché à voir, c'est la colonne H ou encore la liste H. La colonne, ici, là, c'est la liste. Donc, en liste, c'est de façon générale. Ici, une liste peut être une colonne, une liste peut être une ligne. Voilà. Donc, si on dit, par exemple, la ligne 80, bon, disons comme ça, hein, disons n'importe quoi, la ligne 99, mais non, oui, ou bien la ligne 153, c'est toutes les données, voilà, c'est ça qu'on appelle la ligne. Et c'est une liste. Donc, une liste peut être une ligne, une liste peut être une colonne. Donc, nous, on a regardé dans la liste H, la colonne H, quels sont les doublons qu'on a là-dedans. Voilà. Donc, on a fini avec ça. Maintenant, on va partir à quelque chose qui est aussi très utile. On appelle ça la conversion des données. Voilà. La conversion des données. Alors, à quoi sert la conversion des données? La conversion des données, on va d'abord voir dans la colonne, on repart sur le fichier Excel. Bon, je vais effacer ça. Je vais venir écrire le problème après. Il faut d'abord que je présente le problème. Voilà, il faut que je présente le problème. Alors, pour voir le problème, allons dans la feuille, toujours dans la feuille réponse. Nous sommes dans la feuille réponse. On voit ici que les répondants ont indiqué leur adresse. Vous voyez ici leur adresse électronique. Voilà. Bon, c'est vrai que avant, là, quand Internet venait de commencer, là, dans les années 2002, 2003, là, en tout cas, moi, là, quand moi j'ai eu mon premier compte, ma première adresse, là, il y avait des fournisseurs de comptes qui n'existent plus aujourd'hui. Je ne sais même pas si vous vous souvenez encore de Hotmail, Ronado, peut-être vous avez aussi eu Live. Voilà. Il y avait plusieurs fournisseurs. Ce n'était pas seulement Yahoo et Google et Gmail. Il y avait d'autres là. Et c'est eux que nous voyons là. Est-ce que quelqu'un se souvient de Hotmail, par exemple? Non. Ça maintenant, Voilà. le monde Gmail et Yahoo. Voilà. Donc, mais avant, il y avait d'autres là. Et Il y pour avait connaître d'autres les... Hotmail. Voilà. Il y avait même Free. Si notre doyen là, monsieur, j'ai oublié comment, il ne voit même plus dans la plateforme. Notre doyen qui travaille, je ne sais plus. Ah, j'ai oublié un peu le nom. Vous pouvez me rappeler son nom? Mokuzi. Ouais. Non, je crois que c'est un Ivoirien. Hein. Ça doit être un Ivoirien. C'est lui qui disait la dernière fois qu'il devait voyager et puis... C'est Guy. En tout cas, tous nos doyens qui sont là, ils se souviennent très bien, pour certains, qu'avant, il n'y avait pas seulement Yahoo et Gmail. Il y avait d'autres comptes. Et puis, bon, comment on sait que quelqu'un est à Gmail? Il faut d'abord regarder, pour savoir que quelqu'un est à Gmail, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde ce qui est après arrobase. C'est ça, non? Le doyen, c'est Guy Mouzongo. Non, c'était un Ivoirien. Guy Mouzongola, c'est un Congolais. Bon, de toutes les façons,
N'est-ce pas, vous tous, vous savez que quand on dit que l'adresse email, il faut toujours arrobase, et puis c'est ce qui est après arrobase, c'est ça qui donne le fournisseur de la messagerie. Oui, Par oui. exemple, ici, on dit arrobase yahoo.fr. Voilà, l'autre va dire arrobase gmail.com. Bon, mais avant arrobase là, il y a autre chose là qui ne nous intéresse pas. Voilà, et ici aussi, il y a autre chose. Donc, c'est comme ça normalement que les adresses sont. Bon, ce que je suis en train de vous dire, c'est que avant ceci, il y avait le Allô? Oui, allô? Voilà, donc avant Yahoo et Gmail, il y avait Free. C'était des fournisseurs de messagerie. Donc, on les appelle des fournisseurs de messagerie. Yahoo, Gmail, c'est des fournisseurs de messagerie. C'est comme ça qu'on les appelle techniquement. Voilà, mais il n'y avait pas seulement eux. Il y avait ça, il y avait Free, il y avait bon, il y a d'autres même ici. Moi, j'ai par exemple Outlook. Moi, j'ai outlook.com. Donc, il y avait beaucoup, on a d'autres, et c'est eux qui sont là. Donc, pour connaître un fournisseur de messagerie, il suffit de voir la partie qui est après arrobase. C'est la partie qui est après arrobase. C'est cette partie-là qui permet de détecter le fournisseur. La partie qui est après arrobase. Je crois que ça, quand même, tous on sait ça. Voilà. Donc, quand je prends l'adresse email de quelqu'un, je regarde la partie qui est après arrobase, et c'est cette partie-là qui permet de connaître le fournisseur de messagerie. Donc, pour le premier, le fournisseur, c'est Outlook. Le deuxième, c'est Free. Donc, le point là ne nous intéresse pas. Donc, normalement, après arrobase, il y a quelque chose avant le point. Donc, ici, on voit que c'est Outlook qui est le fournisseur. Ensuite, c'est Free qui est le fournisseur. Ensuite, Yahoo. Ensuite, Gmail. Voilà donc les différents fournisseurs de messagerie dans mon exemple que je viens de créer là. Maintenant, vous voyez ici, si on vous demandait donc, quand on regarde, pour le premier, qui est le fournisseur de messagerie de la première ligne que nous avons là-bas? Je vais monter, je monte, pardon, à la première ligne. Voilà, voici la première ligne. Donc, ici, qui est le fournisseur? Dans la cellule I2, là, qui est le fournisseur de la messagerie? C'est Orange. Voilà. Bon, déjà, vous voyez qu'on a un problème, c'est que les données là ne suffisent pas dans la cellule, non? Dans la largeur. J'espère que vous savez comment on fait pour agrandir. Donc, on va tous agrandir pour que ça tienne. Voilà, j'ai agrandi pour que tout ça tienne, pour qu'on puisse voir. Mais il y a une question qui va concerner ça. Bon, on a déjà répondu quand même. Donc, à la cellule I2, qui est le fournisseur? C'est Orange. À la cellule I3, qui est le fournisseur? C'est Buscla. Voilà. Voilà, vous voyez même qu'il y a des fournisseurs dont vous ne pouvez même pas vous imaginer qu'ils ont existé. Oui. Voilà, à la cellule I3, qui est le fournisseur? I3, c'est Buscla. Et I4, c'est Yahoo. I5? Wanadu. I6? Aol. I7? Wanadu. I8? Club Internet. Voilà. Donc, il y avait un fournisseur qu'on appelle le Club Internet. Mais ça, là, c'est des gens, ils sont déjà tous morts. Je veux dire, les messageries, là, sont enfermées. Elles n'ont pas connu beaucoup de succès. Ça, c'est des messageries qui existaient au début des années 2000.
Et puis, on termine avec I9, qui est le fournisseur. Orange. Voilà. Donc, la question qu'on vous pose ici, si on vous dit de donner la liste de tous les fournisseurs, est-ce que vous serez capable de le faire? Comment vous allez faire si on vous demande la liste de tous les fournisseurs par rapport à notre enquête? Donc, tous les gens qui ont répondu, voilà leur adresse email. Si on vous dit de sortir les différents fournisseurs d'adresses de messagerie de vos répondants, comment vous allez faire? Parce que là, on a déjà identifié quelques-uns. Comment vous allez faire pour identifier la liste de tous les fournisseurs? Filtrer. Qu'est-ce que ça veut dire filtrer? Bon. Parce que je vous ai dit qu'avant d'aller dans Excel, il faut d'abord bien comprendre le problème. Et on ne part dans Excel que lorsqu'on a compris le problème et qu'on sait quelle est la manœuvre qui permet de résoudre le problème. Donc, on veut la liste de tous les fournisseurs. On voit bien que pour pouvoir avoir la liste de tous les fournisseurs, on est obligé d'aller ligne par ligne, cellule par cellule, copier quelque part, mettre. Vous voyez un peu? Donc, par exemple, si Yahoo, j'ai déjà compté Yahoo, je ne compte plus. Si Wonado, donc, il y a même moulin de Filièvre. Vous voyez, moulin de Filièvre, là. C'était un fournisseur de messagerie. Donc, c'était aussi un frère comme Gmail, comme Yahoo. Là, ils sont nombreux, là. Comment vous allez faire, donc, pour pouvoir donner la liste de tous ces gens-là? Comment vous allez faire? Au moment où on ne connaît pas le nombre de fournisseurs pour l'instant, là. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que avec Excel, on va réussir à trouver le nombre de fournisseurs. Pardon? Je dis que grâce à Excel, nous allons connaître le nombre de fournisseurs. Parce que ça veut dire ceci. Ça veut donc dire que pour connaître les différents fournisseurs, il faut qu'on ait une liste, il faut qu'on ait une colonne. Vous voyez un peu? Il faut qu'on ait une colonne ici où on va mettre fournisseur. C'est ça, non? Oui. Il faut qu'on ait une colonne ici où on va mettre fournisseur. Donc, bon, je vais faire qu'il ressemble un peu à ça. Voilà. Et puis ici, on va mettre quoi? Quel est le fournisseur ici? Oui. Voilà, je vais écrire Orange. Donc ici, c'est Orange. Ici, ça sera Busclat, etc., etc. Donc, c'est comme ça qu'on doit normalement identifier les différents fournisseurs. Or, il y a combien de participants à l'enquête? Le nombre total de personnes enquêtées là, il faut d'abord sélectionner la base, comme vous l'avez dit tout à l'heure là. Non, il ne faut pas sélectionner là-bas. Il faut juste venir dans la première colonne. On clique sur la première colonne. Shift, tous des directions. Non, 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 on ne fait pas Shift. On sélectionne la première colonne et puis on vient voir ici. NB non vide. Vous voyez ici en bas? Allô? Sélectionne la première colonne. Touche de direction en bas. Non, il n'y a pas de shift qu'on fait. On sélectionne juste la première colonne. En réalité, quand je dis la première colonne, on sélectionne la colonne des identifiants. Donc, quand vous avez une base de données, il faut regarder quelle est la variable qui permet d'identifier les répondants. Vous sélectionnez la colonne là et puis vous venez ici dans NB non vide là. Vous faites la valeur qui est là, -1.
Donc 460. Voilà. Pourquoi moins 1? Parce que la première, parce qu'il a compté même NB là. Or, NB, ce n'est pas un répondant. NB, c'est le nom de la colonne. Bon, allô? Allô? Formateur, sur ma machine, j'ai vu il y a 2 NB. Il y a NB non vide 461. Il y a NB nombre 460. D'accord. Pour ne pas confondre que je prends les NB nombre là, je fais moins 1 encore. Ce qu'il faut seulement comprendre, c'est que ici, quand on dit NB là, ça veut dire qu'il compte toutes les cellules qui ont des valeurs dans toute la colonne A. Vous voyez un peu? Or, nous, on veut le nombre de participants. Normalement, le nombre de participants, on ne prend pas. Le nombre de participants, c'est le nombre de cellules qui sont renseignées ici, moins la cellule qui contient l'entête. Ou bien alors, vous vous placez à A2, CTRL-SHIFT en bas pour sélectionner seulement les données. Et puis, vous voyez, il va venir mettre non vide toujours 460. Donc, si vous voulez compter le nombre de répondants à l'enquête, il faut sélectionner alors toutes les cellules en laissant, sans prendre en compte l'entête. C'est bon. Voilà. Alors, ici donc, vous voyez que si on voulait connaître les différents fournisseurs, on serait obligé de regarder cellule par cellule. Et puis, en fonction de ce qui est écrit dans la cellule là, on peut identifier le fournisseur. Ici, le fournisseur, c'est Yahoo. Le fournisseur, c'est Yahoo. Ainsi de suite. Mais est-ce que vous pensez qu'on va faire ça pour les 460 personnes? Non. Donc, on va apprendre à Excel à aller extraire seulement, quelque chose. Qu'est-ce que nous, on veut? Nous, on veut que lorsqu'il entre dans une cellule ici, il laisse tout ce qui est avant arrobase, n'est-ce pas? Il laisse tout ce qui est avant arrobase et il laisse tout ce qui est après le et tout ce qui est après le point. Il laisse tout ça. Il conserve seulement ce qui est au milieu. C'est ce qu'on veut. Ce n'est pas ça? Oui. Est-ce que vous suivez comment on essaie de résoudre le problème là? Oui, on vous suit, Très bien. Voilà. Alors, pour ne pas faire ça, manuellement, alors, supprimons encore ça. Ça, c'était juste pour montrer la difficulté à le faire manuellement. On supprime encore la colonne qu'on vient de créer là, parce que ça n'existait pas. Supprimez juste ça pour qu'on revienne à l'état normal de notre fichier. Maintenant, puisqu'on veut travailler seulement avec les données, on veut travailler seulement avec les données de la colonne I. Donc, on se place en I2, on sélectionne toutes les données de la colonne, CTRL-SHIFT, flèche d'en bas, pour sélectionner tout. Donc, on a tout sélectionné. Donc, on sélectionne toutes les données de la colonne I. Donc, on ne prend pas l'entête, on prend juste les données. Les données, c'est les différentes cellules qui sont en dessous de la colonne, en dessous de l'entête. Voilà. Maintenant, quand on a sélectionné les données, on part dans Données. Et puis, dans l'onglet Données, on laisse tous les groupes qui sont là. On vient seulement dans le groupe Outils de données. Outils de données. Dans Outils de données, on va voir Convertir. Il y a Convertir là. Est-ce que tout le monde voit Convertir? Oui, on voit. On clique Convertir. On dit ici, on peut lire un peu type de données d'origine. Voilà.
Ça, vous allez laisser ça comme ça toujours. On va laisser ça toujours comme ça. On passe dans le suivant. Donc, il ne faut pas venir dans largeur fixe. Largeur fixe, c'est autre chose. Ce n'est pas ça qui est important. Dans 90% des cas, vous allez utiliser délimité. Voilà, donc c'est délimité. Donc, on laisse ce que ça a proposé de délimiter. On est à l'étape 1 sur 3. Donc, on passe à suivant pour passer à l'étape 2 sur 3. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Lorsque ça arrive là, regardez bien ce qu'on voulait, parce qu'il faut bien qu'on comprenne. OK. Dans ce que j'ai présenté là, quel est le symbole qui permettait de séparer le nom? Parce que moi, regardez, quand on dit ici, mon email, c'est Olinga Martin 2014 arrobase. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que si j'écris mon email, par exemple, voici mon email, c'est Olinga Martin 2014. Voilà, voici mon email. Ça veut dire que tout ce qui est à gauche, normalement, c'est mon nom. Bon, ou bien c'est mon surnom, ou bien alors c'est mon... En tout cas, c'est le nom que j'ai donné pour mon adresse. Et après arrobase là, ce n'est pas moi qui contrôle ça. Donc, ce que je contrôle qui m'appartient, c'est ça, en bleu. Et l'autre qui est en violet. Et ce qui est en violet, pardon, ça, ce n'est pas moi qui contrôle ça. Voilà. Donc, ce qui est en bleu, c'est moi qui donne comme je veux. Chacun de nous donne comme il veut. Mais après arrobase, donc arrobase là, c'est ça qui montre la limite. Là, c'est pour dire ça, je ne contrôle plus ça. Je ne contrôle plus ça. Voilà, je ne contrôle plus ça. Arrobase. Donc, c'est arrobase qui fait la séparation entre mon nom et ce qui est à droite là. C'est quoi? Ce qui est à droite, c'est tout simplement le fournisseur. Donc, on va exploiter ça en disant, dans le séparateur ici, ce qui permet de séparer le nom, on va dire quoi, le nom de la messagerie, le fournisseur, c'est le symbole arrobase. C'est bon? On se comprend? Oui. Donc, dans séparateur, donc ce que je suis en train de dire, c'était pour vous expliquer la notion de séparateur. Ça veut donc dire que ici, mon séparateur, c'est arrobase. C'est ça que je considère comme séparateur. Ça va dépendre des situations. Lorsque vous ferez face à d'autres problèmes dans la vie courante, vous devez être capable de dénicher votre séparateur. Donc, ça veut donc dire que c'est le truc qui permet de couper. Autrement dit, j'ai envie de couper mon truc en deux parties. Une partie avant arrobase, une partie après arrobase. C'est ça qu'on essaie de faire. Maintenant, donc, on va mettre ici, ce n'est pas point virgule, ce n'est pas tabulation. On décoche. On décoche. Par exemple, si c'était point virgule, alors si c'était point virgule à la place de arrobase, par exemple, au lieu de arrobase, on dit c'est point virgule, en ce moment, j'allais laisser ici point virgule coché. Vous comprenez? Non. J'ai dit, si jamais, parce que voici comment c'était avant.
je suis en train de dire ceci. J'ai envie de diviser le nom de mon compte à deux. Une partie avant arrobase, une partie après arrobase. Parce que si je ne coupe pas comme si je ne fais pas ça, je ne pourrais pas avoir la liste des différents fournisseurs. Parce que le fournisseur, ce n'est pas Olinga Martin 2014. Ça, c'est mon nom, le nom que j'ai donné à mon compte. Maintenant, pour que mon compte puisse faire des transmissions de messagerie, il faut que je sois abonné à un fournisseur de messagerie. Et ici, je suis abonné à gmail.com. Donc, je suis en train de vous dire donc ceci. Au niveau de, dans cette boîte de dialogue, ce qu'on appelle séparateur, c'est ce qui nous permet de diviser le texte. Ici, notre texte, si par exemple, les fournisseurs avaient dit qu'en lieu et place de arrobase, c'est plutôt point virgule. Ça veut dire que c'est point virgule qui devait être mon séparateur. Mais comme ce n'est pas point virgule qui est le séparateur, on n'écrit pas l'adresse avec point virgule, mais avec arrobase. Et ici, Excel n'a pas prévu un truc ici qu'on appelle arrobase. Il faut venir taper ça manuellement. Il a prévu tabulation, il a prévu point virgule, il a prévu virgule, il a prévu espace. Donc, il n'a pas prévu point virgule. Donc, je décoche tout ça et je viens dans autre. Et c'est dans autre là, j'ai écrit le symbole arrobase. C'est bon? Oui, c'est bon. Regardez ce qui s'est passé ici en bas. Dans la zone blanche là. Ça, c'est la zone qui donne l'aperçu de ce qui est en train de se passer, de ce qui va se produire dans le fichier Excel. Regardez, effaçons encore arrobase. Quand vous effacez arrobase, vous voyez que le nom est net comme dans le fichier Excel. Ce n'est pas ça? Oui, oui. Mais quand j'écris arrobase, il va couper le nom qui est ici là en deux parties. Une partie avant arrobase et une partie après arrobase. Oui. Voilà. Vous voyez que en faisant ça, c'est déjà bon en partie. Parce que les noms qui sont là, Claude, Largue, tout ça, ce n'est pas ça qui. Ça, ce ne sont pas les noms des fournisseurs. Donc, on a utilisé de l'astuce, l'astuce de la conversion des données pour pouvoir couper ça et pouvoir avoir déjà une première partie qui peut nous aider. On met suivant. Tout le monde a mis suivant? Oui. Voilà. Lorsqu'on met suivant, c'est facile. Maintenant, on peut dire terminé. On clique sur terminer. Qu'est-ce que vous remarquez dans le fichier? On a remarqué que le nom des fournisseurs sont détachés. Bon. Oui, on a remarqué qu'il a coupé l'adresse de messagerie en fonction du critère qu'on lui a donné pour couper. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on lui a dit que dès que tu vois arrobase dans le nom d'une messagerie, tu divises le nom là en deux. Bon. Mais est-ce que ici, dans cette colonne-ci, nous avons déjà, est-ce que nous avons déjà les noms des fournisseurs de messagerie? Non. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire là? Pour avoir
maintenant dans la colonne J uniquement le nom des fournisseurs de messagerie. On va utiliser la fonction nombre. Non. Il faut encore couper pour enlever le point FR. Là. Parce que orange.fr, ce n'est pas important, c'est orange qui est important. Donc, on va encore sélectionner, on se place à J2, CTRL-SHIFT, truc d'en bas. Voilà. On part une deuxième fois, faire la conversion. Même chose. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on veut maintenant? On veut maintenant que c'est le point qui permet de diviser, c'est ça, non? Oui. Donc, il faut enlever arrobase qui est là. Ce n'est plus arrobase. Voilà. Oui. Maintenant, c'est le point. On dit point. Donc, c'est le point maintenant qui permet de faire la séparation. Voilà. Et regardez, quand vous mettez le point, dans l'aperçu des données, il a cassé encore une deuxième fois. Vous voyez la ligne qui est là. Ça veut dire qu'il a fractionné le contenu là pour diviser ça comme ça. On fait suivant, suivant et puis terminé. Voilà. Voilà. Vous voyez maintenant? Maintenant, dans cette colonne-ci, on est sûr maintenant que c'est seulement les fournisseurs. C'est les fournisseurs uniquement. Voilà. Donc, ici, nous avons des fournisseurs. Voilà. Ici, maintenant, nous avons les fournisseurs. Même si on déroule, vous voyez, c'est uniquement les fournisseurs maintenant. Même si on déroule, il n'y a que les fournisseurs. Mais maintenant, pour qu'on puisse connaître la liste, ouais, il y a encore, il y avait même cette, oui, voilà. Ah, ça veut dire que je n'avais pas sélectionné tout. Vous voyez l'erreur que j'ai eu à faire là. Je n'avais pas sélectionné tout. D'accord. Hein? Il y a des en bas là. Oui, ici, vous voyez ça, c'était les erreurs de frappe. Des gens qui ont saisi des erreurs de frappe. Vous voyez un peu? Voilà. Ça, c'est les choses qui viennent dans les questionnaires. Hein. Quand vous voyez qu'il y a des gens qui ont saisi avec les points virgules. Voilà. Ah, d'accord. En fait, ça s'est arrêté ici parce qu'il y avait une cellule vide. Donc, il faut reprendre encore ça. Il y avait une donnée, une cellule vide là. Et aller refaire la même chose. Ça veut dire qu'on va encore aller là-bas et dire, on part dans données, convertir, suivant, le point, il y a le point dont je continue. Voilà, terminé. Voilà, maintenant c'est bon. Donc, comme quoi, il faut toujours aller vérifier un peu. Voilà. Et maintenant, comme on s'est rendu compte qu'il y a certains qui ont les points virgules là, je prends tout. Voilà. Je prends d'accord.
Donc, on roule. Bon, donc voilà, on va pas aller on va pas compliquer encore ça davantage. Donc, ça, c'est une manœuvre qui permet effectivement de diviser un texte lorsque vous avez un critère. Ça peut permettre de récupérer certaines informations dont vous avez besoin. Allô? Allô? Bon, merci beaucoup pour cette partie-là. Je vois que c'est très intéressant. Est-ce que on peut convertir les données, si vous voulez nous donner un autre exemple, si ce n'est pas des adresses mail? OK. Mhm. Bon. Attendez, je vais réfléchir à un exemple pour la conversion des données. Voilà, voici un exemple. Vous voyez un peu, je ne sais pas, ça dépend des pays. Imaginez que ici, je dis, je mets le nom. Et puis, j'écris Olinga, Martin, Paul. Voilà. C'est bon? C'est bon, vous me suivez? Allô? Oui. Vous m'écoutez? On vous suit. Voilà. Oui. Donc, voici par exemple, moi, voici, ça c'est mon nom complet. Maintenant, on peut vouloir me dire, il faut mettre uniquement le nom de famille. On peut dire qu'on veut le nom de famille. Ensuite, on veut prénom, donc nom de blanc. Parce que prénom en Afrique, c'est nom de blanc. Voilà, vous voyez un peu? Ça, c'est ce qui a été saisi. Maintenant, on veut que de façon automatique, on puisse avoir ici nom de famille et ici prénom. Est-ce que vous allez venir saisir manuellement comme ça? Donc, pour faire ça, je vais lui dire ceci. Je dis convertir, suivant, délimiter, suivant. Je vais lui dire, enlève ça. On enlève ça. Et puis, on dit espace. Vous voyez un peu? Oui, je vois. Parce que c'est l'espace qui fait la différence entre... Donc, il y a un espace entre nom, prénom, tout ça. Oui. Voilà. Donc, je dis espace. Quand je vais dire espace, je dis suivant. Voilà. Et puis, je dis terminé. Vous voyez? Voilà. Donc, ici, bon, j'ai mis ça comme ça. Ici, donc, c'est nom de famille. Ça, c'est donc nom de famille. Donc, il a cassé nom de famille. Et ça, c'est prénom. Prénom 1. Prénom 1. Et ça, c'est prénom 2. Et il va faire ça pour tous ceux qui sont... Bon, il y a même prénom 3. Hein. Il y a des gens qui ont plus... Ici au Cameroun, là, il y a des gens qui ont jusqu'à 4 prénoms. Voilà. Vous voyez comment il a divisé le nom. Maintenant, ici, on a un nom de famille et puis on a tous les prénoms. Autant, ainsi de suite. Voilà un deuxième exemple. Donc, on va passer maintenant dans le point 4. L'autre point, c'est
Comment concaténer des éléments? On va voir comment concaténer les éléments. Donc, concaténer, ça veut dire que comment mélanger. Donc, pour concaténer les éléments, donc tout ce qu'on vient de voir tout à l'heure là, c'est comment séparer le contenu d'une cellule. Vous voyez, ici c'était, il y avait tout mon nom. Maintenant, j'ai séparé le contenu d'une cellule. Donc, j'ai séparé le contenu d'une cellule. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment assembler les contenus de plusieurs cellules. Donc, on va créer une autre feuille en appuyant le petit plus là-bas. On crée une autre feuille. C'est bon, tout le monde a créé la feuille? Oui. Voilà. Donc, on veut concaténer les éléments. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut dire pour que tout le monde comprenne bien ce qu'on est en train de faire? Donc, ce qu'on est en train de faire, donc, c'est que on peut dire ceci de la même manière qu'on peut séparer le contenu d'une cellule, on peut aussi, qu'est-ce qu'on peut aussi faire? Réunir, on peut aussi réunir les contenus. Cette fois-ci, on va dire réunir ou bien le contenu, bon, c'est la même chose, de plusieurs cellules. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on vient de faire. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, on repart ici. Donc, en A1, saisis Laurent. On saisit Laurent. C'est bon? Oui. En B1, qu'est-ce qu'on va saisir en B1? Un exemple ou mieux? Ah, j'avais pensé à Babo. C'est pas un bon exemple? Oui, ça fait aller. Voilà. Maintenant, en D1, maintenant, on va écrire, mais on met la forme, on va mettre, donc, ce qu'on essaie de faire là, c'est ce qu'on appelle le concaténer des éléments. Donc, on va chercher à écrire ici, à D1, que ça affiche Monsieur Laurent Gbagbo. Donc, pour concaténer tout ça et afficher Monsieur Laurent Gbagbo, sans avoir à écrire encore Laurent et Gbagbo, donc on va mettre égal, on met double cote là, sur la touche 3, mais Monsieur. Monsieur. Tout le monde a écrit Monsieur comme ça. Je vais agrandir un peu. Voilà. On met double cote. On met double cote là parce que Monsieur, c'est du texte. Quand on veut mettre du texte dans une formule, il faut toujours mettre ça dans la cote. On met un espace, on ferme la cote. Ensuite, on met ce qu'on appelle le E majuscule. Vous voyez la touche qui est à côté de 2 là. Il y a 1, la touche numéro 1.
en ligne, là, pas sur le pavé. La touche qui est à côté, qui est en haut, 1. Ça, quand on appuie, ça met et comme ça. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Voilà, donc on met et puis on met A, et puis on clique sur A1. On clique sur A1. On met encore le E. Mais maintenant, la cote, on met espace, on tape encore la cote. Je vais expliquer tout ça. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais voilà, on tape comme ça. Et on met encore le E. Ensuite, on met Bagbo. On tape B1. C'est bon, tout le monde a saisi? C'est bon. Et puis on tape Entrée. Vous voyez un peu? Oui. Voilà. Est-ce que ce n'est pas joli comme ça? Voilà, regardez. Si on écrit maintenant Martin, et puis ici, on met Olinga. Voilà. Si je veux que ça donne bien comme ça, je clique seulement là. Vous voyez? Je tire. Ça. C'est bon, non? Si je mets Joseph Staline, bon, Joseph Staline, vous voyez? Je tire, je mets Monsieur Joseph Staline. Voilà. C'est ça qu'on appelle concaténer. Allô? Allô? Oui. Bon, je vois ici la seule différence, c'est que peut-être qu'on a, si on a une femme là, ça va prendre monsieur toujours, non? Bon, on modifie dans la formule. Oui, si c'est une femme, on va modifier la formule. Ok. Mais quand on va faire la programmation, s'il y a 1000 personnes, est-ce que vous allez modifier la formule? Pardon? Bon, si je mets ici Rose. Non. Simone, voilà. Simone. Simone. Bon, c'est vrai que ils sont en cours de divorce. Bon, c'est pas grave. D'accord. Est-ce qu'on va dire monsieur Simone Barbeau? Non. Voilà. Voici donc ce qu'on a. Voici les limites d'Excel. Non, ce n'est même pas les limites d'Excel. En fait, ici, il faut avoir une autre approche. Parce que Excel ne peut pas réfléchir que Simone, si c'est une femme. Pour venir mettre madame. Oui. Vous voyez? Donc, ça, ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les tables de base. En informatique, il y a quelque chose qu'on appelle les tables de base. Donc, il faut créer une table de tous les prénoms masculins et tous les prénoms féminins. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il faut créer un fichier ici. On va dire masculin. Bon, ça n'a plus rien à voir avec le cours. Hein. Ça, c'est des choses vraiment déjà très, très compliquées. Donc, on va créer ici prénom masculin et ici prénom féminin. Donc, on va aller regarder chez les Français. Peut-être qu'ils ont 500 000 prénoms masculins.
et peut-être 500 000 prénoms féminins. Et puis, on va avoir la table donc, des prénoms et c'est ça qu'on va appeler la table de base des prénoms. Ensuite, quand on va faire ça, on va maintenant dire à Excel, avant de venir écrire la formule, on va lui dire de venir voir le contenu de ce qui est écrit ici et de comparer ça avec ce qui est dans la table de base. Et puis, s'il trouve ça dans la colonne féminin, au lieu d'écrire monsieur, il met madame. Vous voyez, c'est extrêmement difficile. Il faut être très, très avancé dans certaines choses. Et comme nous, pour le moment, là, on n'est pas encore vraiment à ce genre de choses-là. Ça, c'est vraiment... Mais c'est des choses que... Vous voyez que ça nécessite d'avoir d'abord ici la liste de tous les prénoms masculins et la liste de tous les prénoms féminins. Maintenant, ça ne sera pas parfait parce que vous savez qu'il y a des hommes qui s'appellent Marie. Vous savez ça, non? Il y a des hommes je dis, il y a des prénoms mixtes. On ne peut pas savoir si c'est pour l'homme ou bien c'est pour la femme. Par exemple, il y a des hommes qui s'appellent Marie, Jean-Marie. Il y a des hommes qui s'appellent Marie. Oui. D'accord. Donc, ça sort un peu du cadre de ce qu'on est en train de faire. Oui. Mais je vous ai donné l'astuce. Excel ne peut pas venir regarder Simon là et puis il met madame ici. Ça, ce n'est pas possible. Parce que Excel ne réfléchit pas. Auditer une formule. C'est encore beaucoup de... Auditer une formule, réaliser des opérations sur des séries de données, extraire une partie du texte, transformer du nombre en colonne, compléter les tableaux, réaliser un tableau croisé, modifier l'affichage de valeurs d'un tableau croisé dynamique, créer un graphique. Voilà, donc on va maintenant passer à auditer une formule. Bon, ça c'est bon parce que vous voyez, quand vous utilisez Excel pour les premières fois, souvent il y a, surtout lorsqu'il y a des formules, souvent vous allez mélanger les choses. Les choses vont se mélanger dans la formule. Donc, il faut être capable de voir les liaisons entre les différentes cellules. Donc, c'est bon de savoir comment auditer une formule. Auditer une formule, ça veut dire savoir comment est-ce que les choses sont reliées entre elles dans la formule. Donc, ici, donc, le problème, c'est tout simplement de comment savoir quelles sont les formules, comment savoir clairement les cellules liées à une autre cellule. Comment identifier, voilà, on peut dire ça comme ça, identifier les cellules liées à d'autres cellules. Voilà. Ça, c'est très important parce que souvent, vous allez voir, ça va vous générer des erreurs. Et si vous ne savez pas voir les erreurs, ce n'est pas bon. Oh. Voilà, je vais, par exemple, ici, je repars dans le fichier Excel. Vous voyez ici, bon, on va supprimer ça. Ici, Monsieur Laurent Gbagbo, dans la formule ici, je vais agrandir un peu ici, là. Vous voyez, la cellule D1 est liée aux cellules A1 et B1. Ça, c'est facile, non? Oui. Voilà. Donc, ici, il n'y a pas trop de problème. Voilà. Maintenant, souvent, dans les vrais fichiers, dans les fichiers compliqués, complexes,
souvent, on peut avoir 40 ou 50 cellules qui sont liées entre elles. Et vous voyez, quand c'est comme ça, là, parfois, quand il y a une erreur, on ne sait même plus d'où vient l'erreur. Donc, surtout dans les fichiers, les fichiers qui relèvent de la finance, c'est-à-dire quand vous faites un business plan, vous allez voir, par exemple, qu'un business plan, c'est plusieurs comptes. C'est plusieurs comptes et souvent, les comptes là sont reliés entre eux. Donc, on peut avoir le compte de bilan, le compte de résultat, le compte d'amortissement, le compte de tableau de flux de trésorerie, ainsi de suite. Voilà. Donc, tous ces comptes-là sont reliés entre eux et les cellules sont aussi reliées entre elles. Donc, on peut avoir des mélanges, formules telles qui appellent telle formule, ainsi de suite. Donc, il est très important de savoir auditer une formule. C'est pour ça qu'on dit auditer. Donc, quand on dit auditer une formule, ça veut dire qu'il faut entrer dans la formule pour voir les relations entre les cellules. Parce que lorsque vous faites ça, c'est là où vous pouvez identifier les problèmes. Donc, on va repartir dans le fichier Excel. Dans le fichier Excel, on va voir un peu quelque chose. On va en D1. Puisque c'est en D1 qu'il y a la formule. Il n'y a pas de formule ici en B2, en B1, il n'y a pas de formule en A1. Donc, pour auditer une formule, vous voyez, auditer une formule, il faut absolument être sur une cellule qui a une formule. Et une formule commence par égal. Voilà. Donc, ici, pour pouvoir auditer la formule, ça veut dire savoir comment les choses sont reliées entre elles. Voilà. Il faut aller dans, vous voyez, c'est facile, auditer une formule, il faut aller dans l'onglet formule. J'étais dans données, je n'ai pas dans onglet formule. Voilà, dans onglet formule, je fais une petite recherche pour voir est-ce qu'il y a audité quelque chose. Est-ce qu'on va auditer quelque chose là-bas? Audit de formule, est-ce qu'il y a audit de formule? Bon, bon, je regarde un peu. Hein. Bon, je pense que ici, comment ça s'affiche chez vous ici? Vérification de formule. Est-ce que vous avez vérification? Oui. Vous avez vérification de formule. Oui. Voilà, c'est ça. Mais vous allez voir dans Office 2016, là, ils vont mettre ici audit de formule. Mais c'est la même chose. Voilà, oui. Dans audit de formule, on va cliquer sur ici. Vous voyez? Repérer les antécédents. Vous avez vu ça? Oui. Bon, je vais expliquer. Si on clique seulement sans expliquer là, ça va vous paraître bizarre. Regardez. Ça, quel est le nom de la cellule-ci? Ça, c'est la cellule D1. D1 est relié à B1, à A1 et à B1. On est d'accord? Voilà. Ça veut dire que ça, c'est le résultat. Et ce qui permet d'avoir les résultats, c'est ça qu'on appelle les antécédents. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, quand je suis dans la cellule de résultats, donc là, il y a la fonction, je peux voir les antécédents. Donc, ceux qui ont permis d'avoir le résultat qui est ici, c'est A1 et B1. Donc, je clique sur repérer les antécédents. Vous voyez, non? Ici, c'est la flèche. La tête, là, c'est la flèche. Et puis ici, c'est le point. C'est bon?
Oui, c'est bon. Voilà, ça veut donc dire que chaque fois que vous avez une formule, vous voyez celui qui est la flèche, c'est lui qui est le résultat. Et puis, il dépend de ceux qui ont les points. Alors, si je viens, par exemple, ici, bon, pour que ce soit beau à voir, voilà, je vais dire, par exemple, regardez, je vais faire quelque chose. Ici, au lieu de dire B1, je vais mettre B3. Je vais dire B3, entrée. Voilà. Quand je dis B3, il supprime d'abord les trucs là et puis je peux encore dire et repérer les antécédents. Vous voyez maintenant? Vous voyez maintenant, c'est mieux dit maintenant, non? Ah non? Je n'ai pas bien fini là. Bon. Avec ce que je viens d'écrire, ici, j'ai mélangé A1 et B3. Maintenant, quand je lui dis de me montrer les antécédents, vous voyez, il montre bien que ça, le résultat qui est dans D1 a combiné A1 et B3. Vous voyez? Donc, ça permet rapidement de voir comment les cellules sont reliées entre elles. Parce que les trucs que vous voyez ici, ce n'est pas beaucoup. Hein? Je dis, parfois c'est 50. Et vous allez voir les traits comme ça va faire des schémas bizarres. Ça vous permet de lier. Mais chaque fois, ce qui est la flèche, c'est ça le résultat. Et ce qui est le point, ce sont les cellules qui ont permis d'avoir ces résultats. Donc, on appelle des antécédents. De la même manière, on n'est pas obligé de voir les antécédents. On n'est pas obligé de voir les antécédents. On peut aussi voir les dépendants. On peut aussi voir les dépendants. Voilà. Donc, par exemple, ici, si je clique ici, repérer les dépendants, voilà. Donc, dépendant, c'est simplement la cellule qui permet de faire des calculs. Voilà. Donc, mais pour voir les dépendants, bon, de toutes les façons, le plus simple, lorsque vous êtes dans une formule, on va résumer ça comme ça. Pour voir les cellules qui ont permis de fabriquer le résultat, on vient cliquer dans repérer les antécédents. Et puis, ça nous sort un schéma. Le point, ça veut dire que c'est la cellule qui a permis de faire le calcul. Et la flèche, ça veut dire que c'est le résultat. Oui. Voilà. Voilà comment on permet de digiter une formule, tout simplement. Donc, moi-même, je reconnais que ça devient déjà un peu difficile. Demain, bon, je vais voir avec M. Hippolyte comment c'est organisé parce qu'apparemment, demain, il y a d'autres cours. Mais je pense qu'il faut qu'on continue avec, il faut qu'on termine avec le cours. Bon, il est possible peut-être que j'ai fait un mélange. De toutes les façons, si j'ai eu à faire, vous voyez que moi-même, j'ai fait des doublons de trucs. Mais si c'est des doublons, tant mieux, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que notre cours va finir au projet 4. Si c'est que c'est des vrais doublons. Mais si j'ai oublié des choses, on saura aussi. Donc, mais il faut absolument qu'on finisse. On va finir ça. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était bon comme ça. Donc, vous voyez que ça, au fur et à mesure qu'on avance, ça devient un peu difficile. Demain, on va voir comment compter le nombre d'occurrences d'un texte dans une plage de cellules. Donc, ça, c'est vraiment des choses extrêmement concrètes. Hein. Vous voyez, nous avons ici une enquête et puis on essaie d'utiliser Excel pour pouvoir traiter les résultats d'une enquête. Voilà. Donc, on va voir comment faire ça. Aujourd'hui, on a commencé par une entrée en matière qui n'était pas facile. Demain, on va continuer, ou bien le prochain cours, comment compter le nombre d'occurrences d'un texte. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
Ici, il y a des gens qui ont répondu non et ceux qui ont répondu oui. Donc, ici, on veut que Excel calcule automatiquement le nombre de personnes qui ont répondu non. C'est ça qu'on appelle les occurrences. Ça veut dire que combien de fois non s'est répété. À partir de ce nombre de fois, on pourra calculer la proportion ou bien la fréquence de ceux qui ont répondu non et la fréquence de ceux qui ont répondu oui. Donc, vous voyez qu'étant dans Excel, on peut faire ces choses autant que dans un logiciel. Donc, voilà un peu ce que ça veut dire. Réaliser des opérations sur une série de nombres. Ça, on a déjà commencé ça. Extraire une partie du texte d'une cellule. Alors, ça c'est vraiment pas facile. De toutes les façons, franchement, on est déjà en train d'attaquer. Vous voyez, je vous avais dit ici que niveau 1, là, c'était les bases. Niveau 2, moyen. On est déjà en train d'attaquer les choses avancées. C'est pour ça que vous trouvez ça difficile. Oui. Voilà, donc on est déjà... Ce qu'on est en train de faire là, c'est déjà les choses avancées. Ce n'est pas du tout évident. Voilà. Ça, c'est déjà des notions avancées. Le calcul en fonction des critères. Et puis tableau croisé dynamique, graphique croisé dynamique. Voilà, donc c'est tout à fait normal. On a déjà vu beaucoup de choses relativement moyennes et faciles. On est en train d'attaquer maintenant des trucs relativement difficiles et ça va continuer. Voilà. Vous voyez ici, réaliser une mise en forme conditionnelle. Présenter des données avec des icônes. Voilà, ça, c'est déjà des choses avancées. Supprimer certaines valeurs. Les aides à la saisie. Les alertes d'erreur. La protection des feuilles. Les conditions imbriquées. La fonction de recherche V. Ainsi de suite. Voilà. Donc, il faut prendre votre... qu'est-ce que je veux dire? Il faut accepter qu'on est en train de voir des choses vraiment qui sortent des choses pour les utilisateurs avancés d'Excel.